Bonsoir à tous et bienvenue à ce 10e épisode de l'émission hebdomadaire de 7 jours sur Terre. C'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir. Sans plus tarder, voici les deux grands dossiers qu'on a préparés pour vous cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle d'un dossier qui pourrait avoir un impact majeur sur l'avenir du Moyen-Orient et redéfinir les relations diplomatiques à travers toute la région. Il est question bien sûr de la normalisation de l'État d'Israël par de nombreux pays arabes qui choisissent de mettre de côté la question palestinienne pour enfin former une grande coalition contre la montée de l'Iran. Pour certains, c'est rien de moins qu'un tremblement de terre politique qui survient après des années d'impasse et d'hostilité. Comment expliquer ce revirement soudain et quel avenir pour le Moyen-Orient? On poursuit ensuite avec un pays fascinant, une culture millénaire dont on parle très rarement dans les médias occidentaux, l'Inde, ce peuple de plus d'1 milliard de personnes qui est actuellement à la croisée des chemins en matière de développement. Après des années de non-alignement, la menace d'un affrontement avec la Chine et le Pakistan force le pays à reconsidérer sa position et ouvrir la porte à l'influence de Washington. Le potentiel économique de l'Inde est énorme, mais les défis le sont tout autant. Que se passe-t-il en Inde? Tout ça et beaucoup plus, ce soir, à 7 jours sur Terre. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 10e épisode de 7 jours sur Terre présente. Allons immédiatement avec les deux grands dossiers qu'on a préparés pour vous cette semaine. Pour commencer, on se parle d'un pays qui génère énormément de discussions en ce moment, puisqu'il est au cœur d'un grand mouvement de réalignement au Moyen-Orient, auquel il est fascinant d'assister. Il est bien sûr question d'Israël et de la normalisation des relations diplomatiques avec les pays arabes de la région. Parce qu'il faut se remettre un peu en contexte. Depuis sa naissance, l'État d'Israël entretient une relation hostile avec ses voisins musulmans. Un conflit qui a souvent dégénéré en affrontements militaires. En 1948, par exemple, immédiatement après sa création, le nouvel État d'Israël est envahi par 4 de ses voisins, soit la Syrie, l'Irak, l'Égypte et la Transjordanie. Ajoutez aussi des régiments de volontaires en provenance de l'Arabie saoudite, du Yémen, et du Liban. À la surprise du monde entier, le jeune pays d'Israël gagne la guerre et repousse l'invasion. Les adversaires sont humiliés, mais il est clair pour tout le monde que le conflit politique est loin d'être terminé. En 1967, c'est la guerre des 6 jours qui oppose Israël à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Encore une fois, Israël fait preuve d'un savoir-faire militaire surprenant et réussit à mettre en échec ses adversaires pour une deuxième fois, avec une victoire éclatante. Et finalement, en 1973, éclate la guerre du Kippour, opposant l'État d'Israël à une coalition menée par l'Égypte et la Syrie, unifiant les forces de multitudes de pays comme la Jordanie, l'Irak, le Maroc, l'Arabie saoudite, la Tunisie, l'Algérie, Cuba et même la Corée du Nord, tout ça avec l'appui de l'Union soviétique. Encore une fois, le conflit tourne à l'avantage d'Israël, mais cette fois, c'est un peu plus compliqué. Et le pays réalise qu'il ne pourra pas toujours dominer ses adversaires sur le champ de bataille, que ses succès ne pourront pas toujours être répliqués. Et ça va avoir un impact majeur sur la doctrine de politique étrangère du pays, puisqu'on comprend maintenant toute l'importance de l'environnement de sécurité. On constate à quel point la géopolitique est une fonction de la défense nationale. Là-dessus, il faut se montrer pragmatique, examiner la situation du pays avec réalisme. Israël est au beau milieu de ce qu'on pourrait facilement désigner comme le quartier le plus chaud de toute la planète. D'abord, le territoire est extrêmement petit, environ la taille de l'île de Vancouver ou de celle de Taïwan.
La population est à peu près équivalente à celle du Québec, à 8,9 millions, ce qui est bien peu quand on compare avec l'énorme bassin de population des pays arabes de la région. Ensuite, pratiquement tous les voisins sont soit opposés à l'existence même d'Israël, soit politiquement instables, ou soit toutes ces réponses. Tout ça, vous le comprendrez, présente des défis uniques qui ont largement contribué à façonner l'identité israélienne à travers les années. S'est installé au sein de la population un sentiment de suspicion envers les étrangers, tout particulièrement envers les Arabes. La peur constante d'une invasion a poussé Israël à développer ses réseaux de renseignement et d'espionnage jusqu'à des niveaux pratiquement légendaires. Aujourd'hui, le Mossad est reconnu mondialement comme une des organisations les plus actives en matière d'opérations clandestines. Même chose pour ce qui est de la technologie militaire et de la cybersécurité. La situation géopolitique du pays en a fait un leader planétaire qui dispose d'une supériorité indéniable dans plusieurs secteurs. C'est une stratégie très facile à comprendre. Israël essaie de compenser pour son désavantage stratégique ainsi que sa petite population avec des services de renseignement et d'espionnage de classe mondiale, ainsi qu'une industrie de la défense à la fine pointe de la technologie. Puisque le pays est en situation d'infériorité numérique face à ses adversaires, il doit faire preuve de créativité et toujours avoir un coup d'avance sur le reste du monde. Depuis des décennies, donc, la géopolitique d'Israël est profondément connectée à son identité nationale. Ajoutons que le service militaire est obligatoire pour un minimum de 2 ans, ce qui veut dire qu'il y a chez la population un fort sentiment d'appartenance envers la cause nationale et que tous les Israéliens sont sensibles au moins un peu aux intérêts stratégiques du pays. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'États modernes qui peuvent en dire autant. Le résultat de tout ça, c'est que le pays est constamment en état d'alerte et très actif sur la scène internationale. Le gouvernement israélien perçoit la diplomatie comme une extension essentielle de son influence, mais ne gêne pas non plus pour agir unilatéralement lorsqu'il sent que ses intérêts sont trop menacés. On pourrait citer de nombreux exemples de frappes militaires israéliennes supposément préventives contre des cibles en Syrie, en Irak ou même en Iran. Dans les coulisses, les diplomates israéliens sont reconnus comme étant certains des meilleurs négociateurs du monde, et encore aujourd'hui, avec l'aide d'un puissant lobby déployé au Congrès américain, Israël est souvent en mesure d'extraire des États-Unis des concessions formidables, qui en font une véritable puissance de soft power, qui peut projeter son influence presque partout dans le monde. Stratégiquement, la relation entre Washington et Israël est assez facile à comprendre. Pour les États-Unis, Israël est un bastion de démocratie et de modernité dans une région du monde qui en a grandement besoin. En plus, c'est une bonne manière d'avancer les intérêts de Washington au Moyen-Orient, puisqu'Israël partage beaucoup de ses intérêts et projette une influence importante. Pour Israël, le calcul qui justifie l'alliance avec Washington est tout aussi simple. Les pays voisins sont presque tous hostiles et Israël ne possède aucun allié dans toute la région. Sans l'appui des États-Unis, il serait extrêmement difficile d'assurer la sécurité du pays. Pour Israël, l'alliance avec Washington n'est donc pas tellement un choix, autant qu'une obligation qui relève de la posture stratégique du pays dans la région. Et ça, pour Israël, pour très longtemps, c'était pas vraiment un problème puisque les États-Unis travaillaient largement dans les intérêts du pays et que le lobby israélien à Washington est extrêmement fort. Donc lorsqu'Israël a vraiment besoin de quelque chose, normalement, il l'obtient. En fait, il suffit de regarder la liste des ennemis traditionnels de l'État d'Israël pour constater qu'un nombre impressionnant d'entre eux ont été neutralisés directement ou indirectement par la politique étrangère américaine au cours des dernières années. D'abord, l'Irak. Le pays s'est effondré à la suite de l'invasion américaine. Ensuite, la Syrie, qui est un champ de ruines après les opérations contre l'État islamique et le régime de Bachar al-Assad. Puis, vous avez la Libye, qui s'est désintégrée de façon spectaculaire après un coup d'État appuyé par Hillary Clinton et le gouvernement américain. Même chose pour l'Égypte, qui est tombée pendant le printemps arabe et qui peine encore à se relever aujourd'hui.
On pourrait poursuivre avec l'Iran, dont l'économie est étranglée par les sanctions internationales et complètement isolée du reste du monde. Ensuite, pourquoi pas inclure l'Arabie saoudite, une autre menace qui a été largement neutralisée par la politique américaine, cette fois à travers une alliance militaire qui force le royaume saoudien à tolérer Israël. Décidément, quand on regarde les 20 dernières années de politique étrangère américaine au Moyen-Orient, on réalise qu'il est très rare que ça ne va pas dans les intérêts géopolitiques de l'État d'Israël. On pourrait s'étendre sur les raisons de cette connivence. Il faut noter que les actions américaines au Moyen-Orient n'avaient pas comme seul objectif de défendre Israël. En fait, les Américains étaient profondément dépendants du pétrole de la région et voulaient donc le façonner à leur manière pour contrôler l'approvisionnement. Israël était un des intérêts américains au Moyen-Orient, mais loin d'être l'objectif principal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que les États-Unis tentent de se désengager du Moyen-Orient, la situation géopolitique dans la région est sur le point de radicalement changer. Pour l'Amérique, il y a au moins deux raisons qui expliquent ce désengagement. D'abord, les États-Unis ont atteint l'indépendance énergétique, donc le pétrole du Moyen-Orient est beaucoup moins important. Ensuite, Washington est au beau milieu de son fameux pivot asiatique entamé en 2013 sous l'administration Obama, qui a pour objectif de concentrer l'attention militaire des États-Unis vers la Chine. De plus en plus, tout le monde comprend que les États-Unis vont devoir se retirer presque entièrement du Moyen-Orient et qu'il faut donc trouver un nouvel équilibre de la force, qui est aussi dépendant de l'influence américaine. Pour Israël, c'est tout un recalcul qui exige que le pays accomplisse une sorte d'acrobatie diplomatique que peu de gens croyaient possible il y a à peine quelques mois. Pour stabiliser la région, le pays doit absolument normaliser les relations avec ses voisins et ouvrir un dialogue productif. Parce que sans Washington, il va être extrêmement difficile de survivre dans une situation de tous contre un. Israël a besoin de nouveaux amis, et peut-être même de nouveaux alliés, pour continuer à offrir un contrepoids à la montée de l'Iran et de la Turquie qui inquiète presque tout le monde dans la région. On dit souvent qu'à la guerre, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et c'est précisément cette réalité qui pourrait permettre au Moyen-Orient d'atteindre, un peu par lui-même, un nouvel équilibre. Puisque même si Israël et l'Arabie saoudite ne sont pas des grands amis, ils partagent au moins une chose. Tous les deux sont des ennemis jurés de l'Iran et tous les deux considèrent que c'est une menace existentielle à leur État respectif. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un espace pour la collaboration. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a vu récemment lorsque le premier ministre Netanyahou s'est rendu secrètement en Arabie saoudite pour y rencontrer Mike Pompeo ainsi que le prince héritier Ben Salman. Quelques jours plus tard, le scientifique en chef du programme nucléaire iranien était assassiné en pleine rue, à quelques kilomètres de la capitale Téhéran. On apprendra plus tard que c'était une opération du Mossad israélien en collaboration avec l'Arabie saoudite. C'est fascinant. Il se développe un nouvel axe au Moyen-Orient pour opposer l'Iran, qui surpasse toutes les réticences habituelles, même religieuses. Et d'une manière, c'est compréhensible, puisque l'Arabie saoudite se retrouve à peu près dans la même position qu'Israël et qu'elle aussi se fait de plus en plus larguer par les États-Unis à travers le retrait du Moyen-Orient. On en a parlé à l'épisode 6. Le royaume saoudien est à la croisée des chemins et pour éviter d'être supplanté par l'Iran, il doit se préparer au retrait des États-Unis. Cette logique semble s'appliquer pour beaucoup d'acteurs de la région qui comprennent que la situation est en train de changer et qu'il faut s'y adapter. En août 2020 donc, deux pays arabes annoncent qu'ils normalisent leurs relations avec l'État d'Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. C'est un véritable tremblement de terre politique qui surprend la communauté internationale et qui brise des décennies de statu quo. Depuis très longtemps, la cause palestinienne était une précondition qui bloquait beaucoup des négociations. Les pays arabes refusaient de reconnaître l'État d'Israël tant qu'il occupait la Cisjordanie. Avec les accords d'Abraham, pour la première fois, la question palestinienne a été évacuée des négociations,
ce qui a permis d'enfin sortir de l'impasse. Pour Israël, c'est une percée majeure qui permet de jeter les bases pour signer de nouvelles ententes avec d'autres pays arabes. Pour le peuple palestinien, c'est rien de moins qu'une trahison qui donne à Israël la chance d'annexer la Cisjordanie et d'abuser de sa position, sans en craindre les conséquences avec les pays arabes. Il faut aussi voir l'autre côté de la médaille. Les pays arabes voient bien que pour continuer à acheter des armes américaines, il est impossible d'être vu comme une menace à Israël. Les Américains ne vendront jamais de missiles à un pays s'ils ont peur de les voir s'abattre contre Jérusalem ou Tel Aviv 6 mois plus tard. C'est seulement logique et pragmatique. Si l'Arabie saoudite affronte l'Iran et qu'elle n'a pas pu s'acheter d'équipements haut de gamme depuis 5 ou 8 ans parce qu'elle boudait Israël, disons qu'elle risque de s'en vouloir très longtemps. Et chez les pays arabes, il y a une expression qui veut absolument tout dire. La route vers Washington passe par Jérusalem. Il suffit de regarder l'exemple des Émirats arabes unis pour mieux comprendre la dynamique. Dans la foulée de l'entente avec Israël, le pays a acheté pour 23 milliards de dollars en armes américaines. C'est gigantesque. On parle de 40 avions de chasse F-35, de drones et toute une variété de bombes et de missiles. En temps normal, jamais cette transaction n'aurait été approuvée par le Congrès américain, ne serait-ce qu'à cause de l'influence du lobby israélien, qui aurait vu la transaction comme une menace directe à la sécurité du pays. Les États-Unis ne font pas ce genre de vente d'armes aussi facilement à d'autres pays qu'Israël, justement pour s'assurer qu'il garde son avantage militaire dans la région. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Désormais, les ententes d'armement sont un argument convaincant pour pousser les pays arabes à normaliser leurs relations avec Israël. D'une manière, c'est un instrument de plus dans l'arsenal diplomatique israélien, puisqu'il devient possible d'extraire des concessions aux pays arabes plutôt que d'en faire soi-même. C'est extrêmement rusé. Et tout ça change complètement l'équilibre de la force au Moyen-Orient, qui a longtemps reposé sur la présence des États-Unis comme puissance dominante. Aujourd'hui, le monde semble s'entendre que la situation n'est plus la même, que les tendances de l'Iran et de la Turquie demandent une forme de collaboration entre les États de la région et qui est contre-productif de continuer à bloquer tout dialogue avec Israël, tant et aussi longtemps qu'il ne bouge pas sur la question palestinienne. C'est peut-être pas la solution romantique, ça va peut-être en choquer plusieurs, mais c'est de la réelle politique. Le sort des victimes, la souffrance des Palestiniens, tout ça est secondaire aux intérêts supérieurs de chacun des pays impliqués. C'est la triste et brutale réalité. Déjà, d'autres pays de la région sont intéressés à normaliser leurs relations avec Israël, comme le Maroc, l'Arabie saoudite et le Soudan. Quand on considère l'historique de l'État d'Israël avec chacun de ces pays, ce serait un développement pour le moins majeur, pour ne pas dire historique. Ce à quoi on assiste, c'est un recalibrage du Moyen-Orient qui prépare la sortie des États-Unis comme influence dominante pour laisser la place à une forme de pluralisme, où chacun des pays mène une politique étrangère plus autonome, plus réaliste et idéalement plus conciliante. Parce que ce qui risque de se produire après la normalisation des relations avec Israël, c'est une intégration économique du Moyen-Orient, qui pour le moment est une des régions les moins intégrées du monde. Ce que ça veut dire, c'est que les pays du Moyen-Orient ont très peu de relations commerciales les uns avec les autres. En fait, ça représente seulement 10% de leurs échanges commerciaux. En comparaison, 60% des échanges des pays de l'Union européenne sont faits à l'intérieur de l'Union. Vous comprendrez que ce genre de manque d'intégration a des conséquences importantes sur le développement économique et que pour qu'un pays s'enrichisse, il doit pouvoir faire du commerce avec ses voisins. C'est vrai depuis des milliers d'années et ce l'est toujours aujourd'hui. En normalisant les relations avec Israël et en faisant naître un nouveau cadre de coopération face à l'Iran, il est tout à fait possible que le Moyen-Orient déclenche une véritable révolution économique.
En plus d'accélérer l'intégration de la région, les investissements étrangers risquent de se mettre à pleuvoir pratiquement du jour au lendemain. En 2019, le Moyen-Orient pris dans son ensemble a exporté 3 fois plus vers la Chine que vers les États-Unis. Avec la normalisation, les investissements et les accès au marché américain pourraient être beaucoup plus faciles à obtenir. En fait, avec l'intégration économique, c'est pas mal tout le monde qui est gagnant, surtout Israël qui peut vendre ses produits technologiques et ses armes à de nouveaux partenaires. Les perdants, ce sont les grandes puissances comme la Chine et la Russie, qui perdent un marché autrefois captif de leur influence et dépendant de leur armement. Tout ça a l'effet d'une bouffée d'air frais sur le Moyen-Orient qui semblait paralysé dans l'inertie politique depuis des décennies. Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que Jared Kushner allait réellement faire bouger les plaques tectoniques au Moyen-Orient, je suis pas certain que je l'aurais cru. Mais c'est pourtant ce qui est en train de se produire. L'administration Trump a fait un pari, comme quoi l'enjeu déterminant pour la politique régionale, c'était plus la question palestinienne sur laquelle personne n'a su faire le moindre progrès depuis des années, mais plutôt l'émergence de l'Iran, qui inquiète autant Israël que les pays arabes. Trump a vu une ouverture, une opportunité pour enfin les rapprocher en utilisant un intérêt commun. Depuis plusieurs années, de nombreux pays arabes entretiennent déjà des relations avec Israël pour collaborer face à l'Iran. Mais ça a toujours été fait secrètement. Aujourd'hui, cette collaboration devient publique grâce à l'intervention des États-Unis, mais aussi du contexte politique hautement favorable, qui présente en soi une opportunité. Les étoiles sont alignées, les États-Unis se retirent, l'Iran dérange, Netanyahou, le premier ministre israélien, est plus fragile que jamais et a besoin d'un succès sur la scène internationale. En fait, il mise largement sur la normalisation et sur la campagne de vaccination du pays pour assurer sa réélection. Mais paradoxalement, c'est justement l'équilibre politique fragile qui pourrait ralentir ou carrément bloquer le processus. Parce que Netanyahou est devenu un acteur essentiel pour la normalisation et qui est extrêmement fragile politiquement. Les prochaines élections auront lieu le 23 mars, dans quelques jours seulement. S'il fallait que Netanyahou tombe et qu'il soit remplacé par un nouveau premier ministre avec son propre agenda de politique étrangère, c'est le processus de normalisation au complet qui serait remis en question, du moins chez les pays arabes, qui ont appris à connaître et à travailler avec Netanyahou à travers les années. Dans le pire scénario, ça causerait une perte de confiance chez les acteurs de la région et ramènerait tout le monde à la case départ. Dans le scénario le plus optimiste, le processus est ralenti de quelques mois pendant que tout le monde apprend à se connaître. Bref, c'est un jeu d'équilibre extrêmement délicat pour réussir à sortir une des régions les plus troublées du monde, d'une paralysie diplomatique qui dure depuis des années. Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'on voit des ententes du genre et il y a eu des échecs spectaculaires par le passé. Mais cette fois, il semble y avoir une réelle volonté de faire plus que de s'acheter la paix avec Washington. Cette fois, on dirait vraiment que les acteurs du Moyen-Orient cherchent un nouvel équilibre et qu'ils se coalisent autour de leur crainte de la montée de l'Iran. Le grand défi, ce sera d'éviter que tout ça dégénère en guerre ouverte avec l'Iran, qui de plus en plus risque d'être la cible d'opérations clandestines et de frappes contre son programme nucléaire. Pour Joe Biden, la solution est de réintégrer l'Iran dans l'accord nucléaire de 2015, ce à quoi Israël et l'Arabie saoudite s'opposent viscéralement. Pour le moment, il est difficile de dire si c'est stratégiquement approprié. C'est un dilemme intéressant, puisqu'un Iran fort et menaçant permet de mobiliser le Moyen-Orient et de normaliser les relations avec Israël. Est-ce qu'il est vraiment rusé pour Joe Biden de normaliser l'Iran en neutralisant la menace nucléaire? C'est paradoxal, mais normaliser l'Iran, ça pourrait gâcher tout le processus de paix au Moyen-Orient. On vit dans un monde rempli de contradictions, et c'est pour ça que la réelle politique, parfois, n'a pas le choix de s'imposer. Donc je vous pose la question, et j'ai hâte de lire votre réponse dans les commentaires. Selon vous, avec tout ce qu'on s'est dit, quelle est la meilleure approche pour le Moyen-Orient? Est-ce que les États-Unis doivent normaliser l'Iran
parce qu'ils doivent continuer de l'isoler pour mobiliser les pays arabes et les rapprocher d'Israël. Rassurez-vous, on ne trouvera pas la solution, mais l'exercice est quand même intéressant. C'est un enjeu extrêmement complexe, nuancé, et nous avons délibérément mis de côté beaucoup des sensibilités, des controverses en lien avec la question israélienne, pour vous le présenter de manière aussi neutre et réaliste que possible. On aura la chance d'approfondir tout ça dans les prochains épisodes. Ce qu'on voulait vous présenter cette semaine, ce sont surtout les motivations qui poussent les acteurs de la région à revoir leur stratégie en matière de géopolitique, ainsi que leur posture face à Israël. D'ici là, j'espère que nous avons su vous intéresser à un des enjeux les plus importants de la planète, qui a le potentiel de redéfinir le Moyen-Orient pour les années à venir. Pour ce prochain segment, il est question d'un pays gigantesque, avec une riche culture et un potentiel économique énorme, mais largement sous-exploité. On se parle bien sûr de l'Inde. Parce que le pays change et évolue à une vitesse effarante, un peu en marge des grandes puissances mondiales, comme la Chine ou les États-Unis. Et c'est loin d'être par hasard d'ailleurs. Un peu à cause de son histoire, l'Inde a toujours essayé autant que possible de rester en dehors des grands affrontements géopolitiques. Le pays généralement préfère avancer ses propres intérêts, et c'est un peu compréhensible. Il faut s'en rappeler. Pendant une longue période de son histoire, l'Inde a été une colonie britannique. L'époque coloniale a marqué la société au fer rouge et a laissé un goût très amer quant à l'intervention des puissances étrangères. Lors de la partition de l'Inde en 1947, les Britanniques ont divisé le pays de manière complètement ridicule, sinon carrément aléatoire, causant des millions de réfugiés, un conflit qui dure encore aujourd'hui entre l'Inde et le Pakistan. Le résultat, c'est que depuis la partition et l'indépendance du pays, l'Inde a toujours essayé de faire la promotion de sa propre souveraineté nationale, tout en s'éloignant des grandes puissances. C'est un principe qu'on appelle le non-alignement, qui est à la base de la posture indienne depuis des décennies. Pendant la guerre froide, par exemple, l'Inde a pratiqué vigoureusement le non-alignement en rejoignant le mouvement des non-alignés, un groupe de 120 pays qui refusaient de choisir entre l'influence de l'Union soviétique et celle des États-Unis. Encore aujourd'hui, l'Inde a beaucoup de réticence à former des partenariats avec des puissances étrangères, et lorsqu'il le fait, le pays cherche rapidement un contrepoids chez une puissance étrangère. C'est la version moderne de la stratégie de non-alignement. Et c'est un peu dans cet état d'esprit, en 1998, que l'Inde annonce au monde entier qu'elle possède la bombe nucléaire, ce qui lui offre un puissant pouvoir de dissuasion face aux autres grandes puissances. D'une manière, l'Inde annonce qu'elle joue maintenant dans la cour des grands, qu'elle n'a pas besoin d'être protégée par personne et qu'elle tient à tout prix à son indépendance ainsi qu'à sa souveraineté. Mais lorsque l'Inde devient une puissance nucléaire, la pression de ses adversaires augmente considérablement. D'abord, le Pakistan, voisin très hostile, teste sa propre bombe nucléaire 2 semaines seulement après l'annonce de l'Inde. Déjà en 1965, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan déclarait que si l'Inde obtenait des armes nucléaires, nous mangerons du gazon ou des feuilles, mais nous en obtiendrons nous aussi. Donc ça met la table. Donc vous comprendrez qu'au début des années 2000, les relations entre l'Inde et le Pakistan atteignent un point de crise. Les affrontements à la frontière deviennent de plus en plus intenses et la Chine, de son côté, semble émerger comme une compétitrice dans la région asiatique. En plus d'avoir une alliance avec le Pakistan, elle a aussi ses propres revendications territoriales contre l'Inde, particulièrement dans la région du Cachemire. Tout ça va placer le gouvernement indien dans une position un peu inconfortable et le forcer à faire un recalcul de sa politique étrangère. Graduellement, à partir du début des années 2000, l'Inde se met donc à ouvrir la porte à l'influence des États-Unis. Pour le gouvernement indien, c'est surtout une manière d'offrir un contrepoids à la Chine et d'augmenter les investissements internationaux à l'intérieur du pays. Pour Washington, l'Inde est un joueur absolument essentiel qui permet de pousser la Chine en dehors de l'océan Indien tout en augmentant l'influence américaine en Asie du Sud.
Et ça, c'est sans parler du potentiel économique du pays, qui est absolument formidable. Avec une population de plus d'1 milliard de personnes, l'Inde pourrait devenir un véritable mastodonte économique. Aujourd'hui, c'est au moins la moitié de la population, plus de 600 millions de personnes qui sont âgées de moins de 25 ans. Aucun pays n'a plus de jeunes que l'Inde. C'est une belle perspective d'avenir, mais c'est aussi un énorme défi puisque seulement 2,3% des Indiens en âge de travailler ont fait des études. Ça crée une population largement sans éducation qui peine à occuper des emplois économiquement productifs. En fait, encore aujourd'hui, beaucoup de jeunes Indiens se tournent vers une agriculture de subsistance. Et pour que l'Inde puisse sortir de cette dynamique, le gouvernement estime qu'il faudrait construire 1000 universités et 50 000 collèges professionnels dans les 10 prochaines années. La tâche est herculéenne. Il faut organiser une vision à long terme, attirer des investissements étrangers et moderniser l'industrie agricole pour libérer des jeunes et les rediriger vers des emplois plus productifs. Actuellement, l'Inde compte environ 100 millions de petits fermiers. Donc, pour leur permettre de grimper dans l'échelle économique, il va falloir créer des millions d'emplois et s'assurer qu'ils aient l'éducation nécessaire pour en profiter. Parce que sinon, l'Inde risque de dramatiquement manquer le bateau et de se retrouver avec une énorme population de jeunes adultes sans emploi, sans éducation et sans opportunités économiques. Un contexte extrêmement propice à l'instabilité politique. Surtout que la politique indienne est déjà extraordinairement complexe et que l'unité du pays est relativement fragile à cause de la pluralité de sa composition culturelle. Il existe en Inde un grand nombre de minorités ethniques et religieuses et chacune des régions présente ses propres particularités, autant économiques qu'identitaires. Ça crée tout un casse-tête de politique intérieure qui complique considérablement le travail du gouvernement. La langue officielle n'est parlée que par environ 41% de la population, ce qui veut dire que même la communication est très difficile. En fait, le pays est une mosaïque de différentes identités qui présentent des inégalités majeures. Pendant que certaines grandes villes connaissent un développement et une industrialisation rapide, plus de 50% de la population n'a toujours pas accès à de l'eau potable, faisant du pays l'épicentre d'une des plus graves crises sanitaires de toute la planète. Chaque année, 200 000 Indiens sont tués par la mauvaise qualité de l'eau. Le problème est gigantesque, il est culturel, il est sociétal, et il est endémique. Malgré les efforts du gouvernement pour construire des aqueducs ainsi que des millions de toilettes, la défécation en public demeure une pratique très répandue et les rivières indiennes sont systématiquement parmi les plus polluées du monde. C'est un exemple qui illustre bien les défis énormes qui se dressent devant le gouvernement indien, qui en plus de développer son économie, se doit de moderniser la société elle-même. Depuis 2014, le premier ministre du pays, Narendra Modi, a accéléré considérablement le processus. Il faut savoir que c'est un politicien extrêmement populaire, qui est vu comme un homme du peuple, et qu'en 2017, 85% des Indiens se disaient satisfaits de son gouvernement. Mais quand même, récemment, il a proposé une réforme de l'agriculture qui a causé des manifestations monstres chez les fermiers, comme quoi même les réformes de Narendra Modi peuvent faire face à des contestations. Son gouvernement n'est pas invincible et doit donc faire preuve de stratégie et d'adresse pour pas trop brusquer une société ancrée dans la tradition. Et d'une manière, c'est un énorme problème puisque l'Inde est loin d'avoir tout son temps devant elle. Les problèmes économiques sont majeurs, la population est de plus en plus frustrée et les pressions externes en provenance du Pakistan et de la Chine sont plus fortes que jamais auparavant. En fait, la Chine oppose à l'Inde une stratégie d'encerclement qui jusqu'ici est extrêmement efficace. Son influence est particulièrement forte sur le Myanmar, le Pakistan, le Bhoutan ainsi que le Sri Lanka. Pour faciliter son accès à l'océan Indien, la Chine a entamé la construction de corridors économiques à travers le Myanmar et le Pakistan
qui lui permettent de contourner le détroit de Malacca et de sécuriser l'approvisionnement en pétrole à partir du Moyen-Orient. Tout ça n'augure absolument rien de bon pour l'Inde, qui veut projeter sa propre influence dans l'océan Indien et former son propre réseau d'alliances. Encore une fois, l'évolution de la situation géopolitique exige un réajustement. Et c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui, alors que l'Inde et les États-Unis multiplient les gestes de collaboration bilatérale. Ce nouveau rapprochement vers Washington est loin de plaire à tout le monde en Inde, surtout pas aux tenants de la tradition indienne de non-alignement. Mais quand même, le réalisme et le pragmatisme finissent par l'emporter. Depuis des années, à travers toute la région, la Chine s'est mise à jouer des échecs en 4 dimensions. Donc l'Inde n'a plus le choix. Elle doit, elle aussi, rejoindre la partie et avancer ses pions. Il devient impossible de s'abstenir et de rester dans les marges, parce que militairement, le pays a énormément de rattrapage à faire avant de pouvoir assurer lui-même sa propre sécurité face à la Chine. Les forces armées indiennes sont mal financées, mal équipées et mal entraînées. La marine est trop faible, est incapable de projeter de la force dans l'océan Indien. Même chose pour les forces aériennes, qui ne sont pas assez nombreuses et qui opèrent de vieux appareils. Et là-dessus, il faut être indulgent avec le gouvernement indien, puisque c'est pas comme s'il n'investissait pas déjà massivement dans ses forces armées. Dans les 20 dernières années, le budget militaire a augmenté d'au-dessus de 250%. Et c'est aujourd'hui le 3e plus grand budget militaire du monde, après les États-Unis et la Chine. Mais le problème, c'est que le gros du budget va encore sur les salaires et les pensions des soldats. Donc très peu des investissements se transforment en gains tangibles de capacité militaire. Ajoutez à ça les conflits avec le Pakistan et la Chine, qui mobilisent eux aussi une partie importante du budget, et il ne reste vraiment pas grand-chose pour l'acquisition de nouveaux équipements ou l'amélioration des forces armées. Ce que ça donne, c'est un gros point d'interrogation quant à la capacité réelle de l'Inde à défendre son territoire dans l'éventualité d'un conflit. Grâce à son alliance avec la Chine, le Pakistan est une menace importante et la seule manière d'amener un contrepoids, c'est de se rapprocher de Washington, qui, malgré son influence réduite dans le monde, possède toujours la plus puissante armée et un vaste réseau diplomatique qui permet de briser la domination de la Chine dans la région. À partir de 2016, donc, au début du mandat de Donald Trump, le rapprochement entre les deux pays va s'accélérer considérablement et les élites indiennes vont commencer à mieux accepter la nouvelle influence de Washington. Il faut savoir que Trump est très apprécié en Inde, pour 2 raisons en particulier. D'abord, il s'oppose viscéralement à la Chine et impose des tarifs sur les exportations chinoises qui jouent directement en faveur des intérêts indiens. Ensuite, et ça en Inde, c'est très important, Donald Trump déteste le Pakistan. En 2018, le président américain publie la déclaration suivante sur son fil Twitter. Les États-Unis ont idiotement donné plus de 33 milliards de dollars en assistance au Pakistan au cours des 15 dernières années et nous n'avons reçu en retour rien d'autre que des mensonges et des tromperies, prenant nos leaders pour des idiots. Ils prêtent refuge aux terroristes que nous chassons en Afghanistan avec très peu d'aide. C'en est assez. Environ 8 mois plus tard, Donald Trump passe de la parole aux actes et suspend un financement de 300 millions de dollars pour le Pakistan sous prétexte que le gouvernement ne fait pas assez contre le terrorisme. Pour le gouvernement indien, c'est presque un rêve devenu réalité. Trump est un allié parfait. Enfin, quelqu'un déteste le Pakistan autant que le fait l'Inde. Peu de temps après, donc, un sondage a lieu au sein de la communauté stratégique de l'Inde et pour 75% des répondants, les États-Unis étaient devenus le partenaire le plus important dans les enjeux globaux. C'est un revirement incroyable. En quelques années seulement, les élites indiennes en sont venues à largement accepter la place de Washington comme allié face à la Chine. D'ailleurs, 54% considèrent que c'est la Chine qui représente la plus grande menace extérieure. En plus de financer et d'appuyer la modernisation du Pakistan et de ses forces armées,
La Chine devient de plus en plus agressive dans la région du Cachemire, où un conflit militaire a failli éclater pas plus tard que cet été, lorsque les soldats indiens et chinois en sont venus au coup de poing et que plusieurs ont été battus à mort ou simplement asphyxiés par l'altitude. Depuis des années, le risque d'escalade a poussé les deux pays à désarmer leurs soldats sur la frontière, mais de plus en plus, la Chine installe de l'infrastructure, comme des ponts, des routes et des bases, pour préparer un affrontement plus sérieux. Pour l'Inde, il n'y a pas vraiment d'autre option. Il faut que le pays s'industrialise, et rapidement, parce que le potentiel est énorme, mais que les risques le sont tout autant. D'un côté, la population indienne devrait surpasser celle de la Chine d'ici quelques années, ce qui en fera le pays le plus peuplé du monde. Si le gouvernement peut saisir l'opportunité de mettre tout ce beau monde au travail dans des industries productives avec une bonne éducation, il n'y a aucun doute que l'Inde va devenir une superpuissance économique dont les produits vont être exportés partout dans le monde et dont l'influence culturelle sera parmi les plus répandues. Selon certains analystes, d'ici 2030, le pays pourrait être la 4e économie mondiale, avec le potentiel de concurrencer la Chine et les États-Unis d'ici 2050. Ça, c'est le scénario optimiste. Le scénario dans lequel le gouvernement est en mesure d'éduquer et de mobiliser son énorme jeune population, tout en modernisant l'économie, ainsi que les mœurs de la société. L'autre possibilité, c'est que le gouvernement rate son coup, que les divisions internes rendent impossible l'exercice d'une vision à long terme et que l'opportunité se transforme en désastre économique. Si des centaines de millions de jeunes adultes sont poussés dans la précarité par un manque d'éducation, un manque d'opportunités ou d'emploi, les conséquences pourraient être absolument dramatiques. Sans éducation, les réformes sont impossibles. Et si l'éducation n'est pas combinée à de réelles opportunités d'emploi et d'avancement social, c'est un autre danger qui guette le pays qui est tout aussi dommageable, soit l'exode des cerveaux. Lorsqu'une société réussit à former un travailleur qualifié mais qu'elle n'a pas d'emploi conséquent à lui offrir, le travailleur en question cherche à quitter le pays et à émigrer ailleurs. Déjà en ce moment, l'exode des cerveaux indiens est un problème puisque le gouvernement paie pour l'éducation supérieure sans en récolter les dividendes. Économiquement, c'est un jeu à somme négative qui ne peut pas durer très longtemps. Pour suivre la même croissance exponentielle qu'a connue la Chine, les défis sont nombreux et difficiles à relever. Une mauvaise gestion politique pourrait saper le processus. Il est très dangereux de tomber sous l'influence des Américains, au point d'en devenir dépendant. Malgré le rapprochement avec Washington, on sent que l'Inde veut conserver son autonomie stratégique et elle ne se gêne pas pour entretenir des relations productives avec la Russie pour contrer l'influence américaine. Encore une fois, on constate à quel point la géopolitique est un jeu d'équilibre qui force à choisir entre l'indésirable et l'inacceptable. Puisque l'Inde veut éviter d'être aspirée par la Chine, elle bouche son nez et serre la main des autres grandes puissances, en espérant que bientôt, son tour viendra, et qu'elle aussi pourra aspirer au titre de grande puissance. Mais là-dessus, je me permets de vous soumettre une question à laquelle je ne peux pas m'empêcher de réfléchir lorsqu'il est question de l'Inde, de la Chine et de leurs trajectoires respectives. On a vu à quel point les défis internes sont énormes, à quel point gouverner plus d'1 milliard d'êtres humains, c'est un exercice extrêmement complexe. Et quand on compare la Chine avec l'Inde, les différences sont frappantes. Alors que la Chine est largement industrialisée, l'Inde est encore au début du processus. Pourtant, les deux ont des profils géographiques similaires. Les deux ont une énorme population. La République de Chine a été fondée en 1949 et l'Inde a obtenu son indépendance en 1948. Donc la question se pose, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Chine a un PIB 5 fois supérieur à celui de l'Inde? Évidemment, il y a l'éléphant dans la pièce, et c'est le système politique. C'est difficile de l'ignorer. Alors que la Chine pratique un modèle autocratique, centralisé, avec un contrôle serré de l'information, l'Inde, de son côté, pratique un modèle pluraliste, démocratique,
qui permet non seulement la liberté d'expression, mais aussi l'existence d'une opposition politique, ce qui n'est pas le cas en Chine. En plus de moderniser le pays, le leadership indien doit aussi composer avec un public divisé, avec des factions internes, des joutes électorales et d'autres prérogatives politiques hautement contraignantes. C'est une question extrêmement inconfortable et plusieurs vont m'en vouloir, ne serait-ce que de la poser. Mais est-ce qu'il est possible que le modèle chinois soit mieux adapté à la gouvernance d'une aussi grosse population? Est-ce qu'il est possible que pour passer de la misère à la prospérité de manière aussi rapide et drastique, un certain niveau d'autorité et de prévisibilité soit nécessaire? Les démocraties présentent des avantages, mais aussi des faiblesses considérables, surtout lorsqu'il est question de préparer le futur à long terme. Les prérogatives électorales forcent les gouvernements à regarder 3, 4, 5 ans en avant, jamais beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Les grandes réformes et les projets de société, la recherche, les projets d'infrastructure qui prennent 10 ans à construire, c'est extrêmement difficile quand les orientations du gouvernement peuvent changer à tous les 4 ou 5 ans et que le prochain peut faire table rase dans un cycle perpétuel d'études de faisabilité, de comités parlementaires, d'intervention des lobbies, pour que finalement, une solution qui ne fonctionne pas soit appliquée 15 ans plus tard. Vous connaissez très bien ma position sur le Parti communiste chinois, sur les atrocités qu'il commet, sur la dystopie qu'il est en train de construire. Mais j'observe les mêmes choses que vous. Et donc je vous pose la question. À votre avis, est-ce que le modèle politique a un rôle à jouer dans l'écart entre l'Inde et la Chine? Si oui, à quel point? Ou sinon, est-ce que c'est autre chose? J'ai hâte de vous lire là-dessus, sans jugement. On est là pour réfléchir. Alors voilà, c'est déjà tout pour notre émission de cette semaine. Avant qu'on se laisse, je prends un moment pour vous aviser qu'il n'y aura pas d'émission dans les 2 prochaines semaines. Soyez surtout pas inquiets, on va être de retour très bientôt. On va profiter de ces quelques jours pour améliorer la formule et revenir encore meilleur. Au moment de lancer l'émission, on avait déjà prévu faire une pause après le 10e épisode pour réévaluer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, nos forces et nos faiblesses. On n'arrête jamais de progresser et c'est seulement grâce à votre appui absolument fantastique. La réception de l'émission jusqu'ici est extraordinaire et je suis tellement heureux de voir qu'il y a encore à chaque semaine des milliers d'entre vous qui se joignent à l'aventure. On fait de la grosse géopolitique sur le web au Québec. C'est pas facile, c'est pas un gros marché, mais ça fonctionne seulement grâce à vos contributions, à vos messages d'appui, à vos commentaires et à toutes les fois que vous parlez de nous à un de vos amis. Pour ça, je vous en remercie personnellement. Vous êtes le grand bonheur de ma vie et je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à nous donner une mention j'aime ou encore à vous abonner à notre chaîne pour rien manquer des prochains épisodes. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.